C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le sommet Africa Forward s'est clôturé aujourd'hui. Un sommet de 3 jours à Nairobi, au Kenya, sous le signe de la coopération économique. Le président français Emmanuel Macron a accordé un entretien à France 24, RFI et TV5 Monde. Un entretien d'une quarantaine de minutes. Extrait et analyse dans un instant. La condamnation en appel de Mourad Zridi et Borhan Psaïs en Tunisie. Les deux journalistes ont été condamnés par la cour d'appel à 3 ans de prison, 3 ans et demi de prison. Les deux journalistes avaient été condamnés en première instance à la même peine pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Nous serons à Tunis dans ce journal. L'interview d'Emmanuel Macron à France 24, RFI et TV5 Monde. Le chef de l'État à Nairobi pour le sommet Africa Forward a abordé de nombreuses questions économiques et politiques. La question de la sécurité au Sahel et du départ de la France du Mali a été abordée. Emmanuel Macron a de nouveau parlé d'ingratitude. Écoutez. La France est venue en 2013. C'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta, pour éviter la partition du Mali et l'avancée des groupes terroristes qui venaient par le nord. Nos armées ont été aux côtés du Mali, mais aussi du Niger, du Burkina Faso durant toutes ces années, et jusqu'en 2020, avec, et même un peu après si on prend les périodes 2021, avec beaucoup de courage, d'engagement sur un mandat qui était clair, qui était à la demande d'États souverains, endossé par l'organisation régionale qui était la CEDEAO. Et plusieurs dizaines de nos soldats sont tombés, et je pense à eux et à leurs familles. On a ensuite été, pardon de le dire comme ça, mais reconnus par de l'ingratitude et beaucoup de fausses informations. Et j'en veux beaucoup aux dirigeants et à tous ceux qui ont tenu ces propos inacceptables. Et pour notre invité Jean-Claude Félix Tchikaya, le terme ingratitude n'était pas le bon. Pour lui, il ne s'agit pas forcément de sentiments anti-français, mais d'un désaccord politique. Écoutez son analyse. La France est venue en 2013. C'est mon prédécesseur François Hollande qui a pris cette décision à la demande du président Keïta pour éviter la partition. Le sommet, excusez-nous pour ce petit problème, on reviendra tout à l'heure sur l'analyse de notre invité. Le sommet s'est donc achevé après 2 jours de rencontres à Nairobi avec une volonté commune, porter la voix de l'Afrique auprès des grandes puissances mondiales. Un objectif affiché à la fois par Emmanuel Macron et William Ruto qui ont conclu cette journée dédiée aux chefs d'État et de gouvernement. Bastien Renouille était sur place. 2 thèmes principaux ont été abordés durant cette seconde journée de sommet. Une réforme de la finance internationale pour que les capitaux privés arrivent plus facilement sur le continent. Et également la paix et la sécurité en Afrique. Une déclaration commune a été adoptée à l'issue de cette réunion. Selon cette déclaration, il faudrait dire non au mercenariat sur le continent africain. Essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'États étrangers qui interfèrent dans les conflits du continent, comme cela peut être le cas au Soudan. Et enfin, essayer de faire en sorte que les membres permanents du Conseil de sécurité utilisent moins leur veto lors des réunions du Conseil de sécurité. J'ai discuté avec le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud et il était plutôt satisfait de cette réunion. Africa Forward is a wake-up call. Le sommet Africa Forward a servi de réveil pour le continent pour qu'il avance dans tous les domaines. Le développement, la paix et la sécurité dont nous avons parlé et qui sont particulièrement importants pour l'Afrique. Sans eux, on ne peut rien faire. Il ne peut pas y avoir de développement, donc cette conférence était importante. Autre thème abordé lors de ce sommet, je vous en parlais, une réforme de la finance internationale et l'apport de capitaux sur le continent. Et parmi tous les pays présents, il y en a un, bien sûr, qui était sur le devant de la scène, le Kenya, premier pays anglophone à organiser un tel sommet. Et je peux vous dire qu'ici, les autorités sont particulièrement satisfaites. Écoutez le porte-parole du gouvernement kényan. Ce genre de partenariat est particulièrement important pour formuler les besoins de réformes internationales telles que la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la réforme du système financier international, sur une collaboration concernant le nucléaire civil qui accompagnera notre développement dans l'économie bleue ou la commercialisation du sport, par exemple. Porter la voix du continent, cela sera fait en juin prochain lors du sommet du G7 dont la France a la présidence. La France qui a invité le Kenya à venir
venir participer à ce sommet pour porter la voix de l'Afrique. William Ruto et Emmanuel Macron se sont entendus à ce sujet. Il faut communiquer ensemble pour que les autres grandes puissances qui participent au G7 puissent elles aussi s'associer aux projets qui ont été amorcés lors de ce sommet. Donc affaire à suivre au mois de juin prochain. Et on va pouvoir écouter notre invité Jean-Claude Félix Tchikaya. Il disait tout à l'heure que le terme ingratitude employé par le chef de l'État n'était pas le bon. Pour lui, il ne s'agit pas de sentiments anti-français, mais d'un désaccord politique. Écoutez son analyse. Quand il parle du Mali, quand le Mali demande à la France de partir, comme les autres pays, c'est sur un désaccord politique, sur un désaccord militaire, sur un désaccord géostratégique, pas parce que les personnes sont blanches ou françaises ou de toutes les couleurs. Ils ont un respect pour les militaires qui sont tombés pour la France et pour l'Afrique. Pourtant, le chef de l'État parle d'ingratitude. Il réitère ce mot. Ben là encore, c'était lors de la conférence des ambassadeurs. Il avait dit certains pays ont oublié de dire si je peux merci. me permettre, c'est encore une rechute du président de la République, M. Macron, avec un réflexe pavlovien, un peu infantilisant l'Afrique. Ingratitude, on vient vous aider. Non, ce sont des accords. Quand la France arrive en Afrique, la France était là avant lui, avant même sa naissance. Avant la mienne, avant tous. Donc, il est important de dire que le combat contre la France-Afrique, qui a commencé au milieu des années 40, donc c'est-à-dire que tous nos grands-parents ont demandé à la France, mais aussi à ceux en Afrique, qui malheureusement étaient co-animateurs de cette France-Afrique. Il en reste encore quelques-uns. Il est faux de dire qu'il ne reste pas de précaré. Il reste un précaré. Et lors de ce sommet, il a également été question de l'intelligence artificielle. Au Kenya, les data centers indispensables au développement de l'IA commencent à se multiplier. Il faut dire que le pays présente de nombreux avantages, énergie verte, stabilité politique et connexion aux câbles de données sous-marins qui arrivent à Mombasa. Bastien Renouille et Élodie Cousin sont allés à la rencontre des pionniers des nouvelles technologies à Nairobi. Dans le plus grand centre de données d'Afrique de l'Est, les entreprises stockent leurs fichiers et développent des outils d'intelligence artificielle depuis le Kenya. Nous utilisons des données stockées chez des entreprises extérieures, des fournisseurs de cloud, comme Google ou Amazon. Lorsque nous construisons nos centres de données, nous pouvons accéder à tous ces services et à tous ces fichiers directement dans notre propre pays. C'est plus rapide, c'est plus sécurisé du point de vue de la souveraineté des données. Le Kenya est surnommé la Silicon Savannah tant les entreprises de la tech sont nombreuses. Le secteur est évalué à plus de 10 milliards de dollars, un montant important mais à relativiser. Aux États-Unis seulement, le même secteur vaut 1000 fois plus. Le Kenya compte environ 50 millions d'habitants et sert de hub pour la communauté d'Afrique de l'Est, soit un marché de plus de 300 millions de personnes. Nous avons déjà prévu d'ouvrir un deuxième site où le centre de données sera 2 fois plus grand que celui-ci, soit environ 53 mégawatts. Et nous nous renseignons déjà pour un troisième site. Mais concrètement, comment l'IA peut-elle servir l'Afrique ? Dans cet hôpital, elle est déjà utilisée au quotidien. Sur cette lamelle, nous avons une biopsie provenant d'un patient chez qui l'on suspecte un cancer. Je vais simplement insérer cette lame ici et nous allons voir à quoi cela ressemble une fois scanné. En quelques secondes, l'IA détecte un cancer. Un projet développé par une université américaine auquel contribue l'hôpital. Il fournit des images de patients kényans, jusqu'à présent peu étudiées par les médecins occidentaux. À ce moment précis, nous validons cette base de données afin qu'elle puisse être utilisée avec certitude pour les patients atteints de cancer au Kenya, parce que, comme vous pouvez le voir, nos tumeurs peuvent être différentes. L'IA fait ici économiser des années de recherche. La technologie sauve déjà des vies. Il était d'usage de dire qu'en Afrique, on ne pouvait pas effectuer de diagnostic correct. En effet, nous avons 100 fois moins de pathologistes que dans les pays occidentaux. Il nous en faudrait donc 100 fois plus pour y parvenir. Et les docteurs doivent aussi se rendre dans les petites villes et ne pas rester qu'à Nairobi. Grâce au Grandium, le petit microscope que vous avez vu, cette avancée technologique peut être déployée partout. La multiplication des centres de données et la formation de spécialistes de l'IA devraient permettre de répandre ce type d'initiatives prometteuses dans la santé et dans de nombreux autres domaines.
La Cour d'appel de Tunis a condamné mardi à 3 ans et demi de prison Mourad Zridi et Borhan Sayes pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. L'ONG Reporters sans frontières parle de harcèlement judiciaire à l'encontre des deux journalistes. Nous retrouvons tout de suite Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis. Lilia, bonsoir. La Cour d'appel a donc confirmé la peine en première instance. Alors oui, après une audience qui a duré plus de 3 heures, les plaidoiries des avocats et les interrogatoires des deux journalistes, le verdict est tombé et c'est un coup dur pour les proches des deux journalistes qui espéraient encore une libération ou au moins une réduction en appel. Une réduction de la peine en appel. Alors, la sœur de Mourad Zridi, que j'ai pu joindre ce soir après le verdict, a déclaré être en colère et révoltée face à une décision de justice qu'elle croyait clémente, selon ses mots. Elle ajoute néanmoins vouloir continuer le combat pour la liberté de son frère et la lutte contre l'injustice. Durant ce procès en appel, le juge a longuement interrogé Mourad Zridi et Borhan Sayes sur leur parcours professionnel, leur patrimoine, leurs finances et leurs sources de revenus ainsi que leurs impôts. Alors, le journaliste Borhan Sayes a demandé, lui, à être jugé sur la base de son dossier et non pas de sa réputation ou de son nom, tandis que Mourad Zridi, lui, a insisté à être jugé sans aucune considération, car nul n'est au-dessus des lois selon lui et il estime qu'il n'a pas commis de crime de malversation financière. C'est aussi la thèse qu'ont soutenu ses avocats qui, jusqu'à maintenant, disent ne pas comprendre comment l'accusation est passée de délit fiscal à blanchiment d'argent. Alors, il faut rappeler que les deux journalistes sont en prison depuis le 11 mai 2024. Ils avaient été condamnés sur la base d'une accusation de diffusion de fausses nouvelles à 8 mois de prison. Et juste avant leur libération, dans le cadre de cette affaire, une nouvelle enquête pour blanchiment d'argent et délit fiscal avait été ouverte et avait donné lieu à une condamnation en janvier, puis cette confirmation en appel. Alors pour l'ONG Reporters sans frontières, la Cour d'appel confirme une condamnation sans preuve, selon les mots du communiqué de l'ONG, et Mourad Zridi et Borhan Sayes payent finalement de leur liberté le prix d'un journalisme indépendant, selon Oussama Bouajila, le directeur Afrique du Nord de RSF. Et puis, il faut aussi rappeler que le journaliste Zied El-Heni a, lui, été condamné jeudi 7 mai à 1 an de prison pour atteinte à autrui sur des réseaux de télécommunications. Cela a fait beaucoup réagir aussi dans les milieux médiatiques. Et l'ONG Amnesty International a dénoncé dans un communiqué le 11 mai une escalade dangereuse contre les journalistes et la liberté d'expression en Tunisie. Merci beaucoup Lilia Blaise pour ces précisions. Vous êtes notre correspondante à Tunis. Merci infiniment. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à Agnès Lecozec. Merci à notre chef d'édition Khalid Aussi. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Sur France 24, retrouvez 4 rendez-vous d'information accessibles aux sourds et malentendants. À 9h, du lundi au vendredi, et à 10h le week-end. Washington demande au chef du Kremlin, je cite, d'arrêter de se mêler de l'élection américaine. Et tous les jours, à 13h, dans le Paris Direct. Les inégalités se sont encore creusées ces dernières années, la pauvreté reste massive. À 18h, dans Au cœur de l'info. La Russie a dit ne pas exclure de viser les éventuels instructeurs militaires français en Ukraine. À 22h45, avec le Journal de l'Afrique. Les crises des déplacés sont les plus négligées au monde, sont sur le continent africain. Vos éditions sous-titrées pour faire le tour de l'info. 4 rendez-vous pour tous et pour tout comprendre, du lundi au dimanche, sur France 24.